Pourquoi c'est agréable d'être malheureux? Pourquoi est-ce qu'on se complaît dans son malheur? J'étais contente d'être malheureuse. C'est faux à dire maintenant. Et je remarque chez beaucoup de monde une espèce de tendance à être malheureux et à aimer ça. Et à être confortable dans le fait d'être ouvertement malheureux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce constat que j'ai déjà fait par le passé, mais que je refais aujourd'hui davantage en étant psychologue en cabinet. C'est que le malheur, parfois, c'est bien plus confortable que le bonheur. Cet épisode, il est un petit peu brut, il est pas préparé, j'ai pas écrit de script parce que c'est quelque chose auquel j'ai déjà beaucoup réfléchi, mais que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui. Et il y a notamment 2 points de départ que j'ai envie d'adopter aujourd'hui. Le premier, c'est lorsque je suis arrivée dans l'entreprise, dans laquelle je suis restée 5 ans, j'ai découvert une espèce de tendance, alors qu'au début je pensais être attribuée aux adultes, mais qu'après j'ai découvert que c'était plutôt attribué à l'environnement, qu'en fait, parfois, c'est très confortable et c'est très agréable d'être malheureux. Je m'explique. J'ai croisé des gens qui se disaient ouvertement malheureux, qui manquaient de sens, qui manquaient de motivation, qui manquaient de joie tout simplement dans leur vie, qui mettaient le doigt sur la principale source de leur malheur ou sur les sources diverses, mais qui faisaient rien pour changer. Et j'avoue que ça, moi, quand j'avais 21-22 ans, quand je suis rentrée dans le monde du travail, je trouve ça super bizarre. Parce que tu sais ce qui va pas, tu sais exactement où est l'épine dans ton pied, mais tu fais le choix de la regarder et de pas l'enlever. Et ça, j'avoue que je comprenais pas. Alors après, il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais forcément très privilégiée. J'habitais avec ma famille, je n'avais pas d'enfants dont je devais subvenir aux besoins, j'avais pas de charges particulières. Et mon salaire, c'était mon salaire que je dépensais comme je voulais. Ça, c'est un fait. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont bloqués dans une situation et qui malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir changer, justement parce qu'ils ont des enfants qui doivent nourrir et parce que le travail rapporte bien, et c'est logique. Mais c'est vrai que ce truc-là, avec on va dire, ma naïveté de l'époque, quand j'avais pas d'autres besoins que moi-même, on va dire, m'intriguait. Ça m'intrigue toujours. Maintenant que je suis psychologue, moi j'ai aussi beaucoup plus de charges, bien évidemment. Mais ça m'intrigue toujours, en vrai. On va dire que j'ai un esprit assez branché résolution de problèmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me confier quelque chose, alors bien sûr, il y a la première phase où on écoute, on observe, on essaie de comprendre ce que la personne en face veut dire. Mais ce truc-là, moi je peux pas faire qu'écouter en fait. Il y a un moment où je vais forcément essayer de mettre la personne en face de moi sur la voie d'autre chose. Je vais essayer peut-être de lui apporter ma vision des choses, d'essayer de lui proposer un autre angle en fait, un autre point de vue, pour qu'il voit sa situation d'une façon différente. Parce que moi forcément je la vois d'une façon différente. Et parfois, faire profiter quelqu'un de son point de vue, ça peut être hyper bénéfique. Et ça va bien d'ailleurs avec mon métier d'aujourd'hui de psychologue, c'est-à-dire qu'au début, je vais écouter, j'écoute toujours, hein, mais au début je vais faire plus écouter et observer qu'intervenir en fait. Je vais essayer un peu de faire un état des lieux, de dresser un portrait de mon patient, d'essayer de comprendre son environnement, que ce soit familial, à l'école, au travail, le lieu dans lequel il vit, ses passions, ses hobbies, tout ça. Je vais essayer de comprendre un peu depuis quel point de vue il me parle. Et après, au bout de plusieurs séances, je vais avoir une méthode, des outils, une façon de l'accompagner et je vais le mener dans la direction que j'estime être la meilleure pour lui. Si je dis esprit résolution de problème, je trouve que ça fait très inhumain, j'aime pas trop. Donc je pense que c'est pas comme ça que j'ai envie de l'appeler. Moi, je peux pas écouter quelqu'un se plaindre pendant des semaines et des mois sans essayer de lui proposer une façon de plus se plaindre en fait. Je dis ça. Je ne supporte pas l'inaction lorsque j'estime qu'il y a des solutions faciles, simples et rapides à mettre en place, en fait. Je sais très bien qu'une personne qui va me dire que son travail va pas, mais que malheureusement elle a besoin de ce salaire pour nourrir ses enfants, bien sûr que je vais pas lui dire change de travail, ça n'a pas de sens. En revanche, une personne qui a cette façon de se plaindre, peut-être que une personne qui a une façon de se plaindre de trucs que j'estime moi être des choses qui sont modifiables très rapidement, je vais me sentir obligée de lui en faire part. Parce que j'estime que le coût de rester dans cette situation désagréable, il est beaucoup plus grand que celui d'essayer de mettre en place même des mini-changements qui peuvent paraître être pas grand-chose au début. Et donc, en arrivant dans ce travail, j'avais beaucoup observé qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont débordés, qu'ils ont beaucoup de choses à faire, toujours un peu dans la négativité.
de dire ah non non, me donne pas plus de trucs ou j'ai pas le temps de déjeuner avec toi, il faut absolument que j'aille travailler. Franchement, pas de problème pour les gens qui travaillent, hein, voilà. Mais parfois, je trouve qu'il y avait ce côté-là un peu plaintif. Et j'avoue qu'au tout début de mon passage dans cette entreprise-là, ça m'hérissait un peu les poils. J'étais en mode, mais pourquoi tu changes pas certains trucs? Pourquoi tu dis pas non à ton manager? Pourquoi t'essayes pas finalement de pas arriver dans cette situation où t'es blindé de taf? Et en vrai, je me suis aussi rendu compte, et c'est assez marrant de le dire maintenant, après 4 ans, qu'en fait, l'environnement te pousse à être dans cette façon de penser. Littéralement. Parce que si tu veux qu'on te laisse tranquille et qu'on te donne pas plus de taf, il faut avoir ce discours de non, non, je suis blindé, laisse-moi tranquille en gros. Alors je dis pas que j'ai adopté parce que j'avais une façon de gérer mon travail qui j'ai de la chance, en tout cas. J'ai de la chance et à la fois j'ai provoqué ça aussi, hein, qui m'a jamais mené dans cet état. Mais je me suis aussi beaucoup rendu compte que si tous tes collègues sont comme ça, si ton manager est comme ça, si ton environnement te pousse à se mettre dans cet état un peu d'urgence et d'avoir besoin de secours en permanence, bah en fait tu plonges aussi naturellement là-dedans. Et en fait je trouve que ça donne des personnes, des équipes, des services qui sont tous un peu à se complaire dans cet état, alors je dirais de tristesse, de stress, de difficulté, et à y rester en fait. Je trouve que ça montre vraiment la force de l'environnement. Ça montre que même si t'es une personne qui a une façon de penser, si on te met dans un environnement qui est à l'opposé de tes valeurs, mais qu'on t'y laisse assez longtemps et qu'on te laisse suffisamment être matrixé, bah en fait tu risques de changer. Et ça j'avoue que ça me pose aussi question, c'est un autre sujet je pense, mais de à quel point ton état intérieur, ou en tout cas tout ce qui passe à l'intérieur de toi, à quel point il est influencé par l'extérieur en fait. À quel point si t'es convaincu d'un truc, mais qu'on te met dans un environnement qui n'est pas dans le même sens, à quel point ton intérieur il va changer. Et à quel point ton environnement il peut avoir de l'impact sur toi. Ça c'est un truc qui me questionne aussi beaucoup. Et aussi un deuxième point d'entrée dans ce sujet-là, que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que lorsque j'avais 16 ans, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'étais une ado très triste, très mélancolique, très sombre. Et en fait, je pense que j'aimais bien être triste à ce moment-là. Parce que, avec le recul, je dirais qu'aujourd'hui, la tristesse et le malheur, c'est plus facile que la joie et le bonheur. Ça me fait bizarre de dire ça, hein, parce que aujourd'hui, je tends vraiment à essayer d'être quelqu'un de joyeux, à essayer d'être dans le bien-être, à tendre vers le bonheur, à essayer d'être toujours plus heureuse, à me mettre toujours dans une situation plus agréable, ou en tout cas à maintenir. Parce qu'en vrai, toujours plus agréable, je mens, c'est pas vrai. À être toujours, en tout cas, dans un état de maintenir un certain minimum de bien-être, entre guillemets. Et donc, à 16 ans, j'étais comme ça. Et à 19 ans, j'ai fait un test de personnalité qu'on appelle l'énéagramme, qui est un test, alors honnêtement, hein, il n'est pas du tout scientifique, il est très ésotérique. Il est vraiment un peu... il répond à l'effet Barnum, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on pourrait à peu près mettre chacun derrière chaque description. Bon. Il se trouve qu'en tout cas, moi, ce jour-là, je me suis pas servi forcément de mon résultat, mais des questions, plutôt. Et ces questions-là, la façon dont elles étaient formulées et les résultats que j'ai eus, m'ont permis peut-être de voir les choses un peu autrement. Il se trouve que dans ce test-là, je répondais au type 4, qui est le type qu'on appelle soit romantique, soit mélancolique, il me semble. Et vous voyez un peu le genre de personne, hein, c'est quelqu'un qui est content d'être triste, qui est un peu mystérieux, qui est un peu dans sa bulle, qui est assez solitaire aussi, souvent ça va avec ça. Et je me suis rendu compte, des années après, que j'étais quelqu'un qui aimait être triste, qui aimait être mélancolique, et qui se complaisait dans cette espèce un peu de mystère. Alors je dirais presque que c'est l'image pour moi du brun ténébreux, mais qui n'existe pas pour les blondes ténébreuses. J'avais cet air triste, un peu en permanence, parfois justifié, parfois injustifié, puisque comme tout le monde dans ma vie, parfois ça allait bien, parfois ça allait pas bien. Et cet air triste, je le cultivais. Je l'aimais bien en fait. J'allais avec en cours, j'allais avec à la fac, et au fond de moi, je pense que c'était un peu un appel à question, que j'avais un peu envie qu'on vienne me voir, qu'on me dise « Ah bah, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air triste, t'as pas l'air bien et tout. » Je sais pas si à l'époque c'était conscient, honnêtement, si j'avais conscience de cette posture que j'adoptais, où je voulais qu'on me pose des questions. Aujourd'hui, je me rends compte complètement. En tout cas, pour reboucler avec mon sujet d'aujourd'hui, c'est que
j'étais mieux dans mon malheur. En tout cas, ça me coûtait moins de rester dans mon malheur que d'essayer d'être heureuse. Parce que dans mon malheur, entre guillemets, j'ai envie de dire, je peux pas tomber plus bas. Enfin, je peux tomber plus bas, mais en tout cas, mais à ce moment-là, j'étais confortablement installée dans un malheur qui ne me demandait pas d'effort. Alors que pour être heureuse, en tout cas à ce moment-là et encore aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut faire des efforts. Il faut mettre en place des habitudes, il faut mettre en place un environnement qui nous sert. Il faut faire des choses, il faut faire des efforts, il faut être dans l'action. Il faut arrêter de juste penser. Et ça, à l'époque, je pense que j'avais pas du tout assez d'envie, assez de motivation interne, assez de patience pour rien que tenter l'aventure d'être heureuse. C'est fou, mais je pense à cette métaphore un peu où on parle de coût, un peu comme si on devait payer. J'ai l'impression que ça me coûte moins cher de payer 1 euro tous les jours pour être heureuse que de payer demain 1000 euros pour mettre en place un espèce de programme ou un espèce d'amas d'outils et de méthodes pour être heureuse les 3 prochaines années. Si on compte qu'environ 350 euros par an à peu près, x 3 ça fait environ 1000 euros, qu'on n'est pas prêt à payer ce coût-là maintenant, mais qu'on est prêt à payer tous les jours un coût beaucoup plus petit. Potentiellement, ça me coûte moins de ne pas changer, alors que je suis malheureuse, que ça me coûterait de changer pour être potentiellement heureuse. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que je le sois. Alors oui, il y a aussi une possibilité que je le sois pas. Et je pense que c'est là où, malheureusement, le bas blesse, c'est que on n'est même pas sûr, lorsqu'on met en place toutes les choses pour être heureux, d'être heureux. On n'est pas sûr parce qu'on est encore dans un état de malheur qui nous fait douter, qui nous fait questionner, on n'a pas confiance en soi, on s'estime pas du tout. Mais il y a aussi des choses, je pense, qui sont un peu des impondérables et des choses qui marchent tout le temps pour être heureux. Je suis persuadée que pour toute personne sur cette terre, il y a au moins 1, 2, 3 choses qui sont forcément des ingrédients du mieux-être. J'en suis persuadée. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, que j'appellerais peut-être les clés du bonheur, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est une forme de mensonge à soi-même, qu'on se fait un peu tous. Mais en vrai, c'est courant de se mentir à soi-même pour plein de trucs. De se dire, ah mais dans cette relation, je suis suffisamment heureuse, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas heureux. On le sait au fond, on le sait. Que ce soit un environnement professionnel, un environnement amical, familial et tout. Mais que le coup de changer, il fait peur, en fait. Et je pense aussi qu'il y a une dimension sociale. C'est-à-dire que lorsqu'on est malheureux, les gens nous plaignent, les gens veulent nous aider, les gens peut-être se plient en 4 pour qu'on aille mieux parce qu'ils voient bien qu'on est triste. Et donc il y a une sorte d'attention de la part du monde. Même si cette attention, elle peut être un peu bizarre, parce que ça veut dire qu'on t'estime juste comme quelqu'un qui a besoin d'aide et pas comme une personne à part entière qui pourrait avoir des choses à apporter au monde. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là, quand t'es heureux, il peut aussi y avoir de la jalousie qui vient de l'extérieur, parce que toi, t'as réussi à surmonter cette tristesse, à payer ce coût d'essayer d'être heureux, et t'as réussi. Et je pense qu'il peut y avoir une forme de jalousie qui peut se créer des personnes qui sont malheureuses envers les personnes qui sont heureuses. Peut-être que quand on est malheureux, on a l'impression que la personne, elle est heureuse, mais qu'elle a même pas fait d'efforts pour l'être. Alors que la plupart du temps, c'est faux. Pour être heureux, il faut faire des efforts. Il faut se bouger, il faut oser, en fait. Il faut oser aussi avoir des échecs. Il faut oser se planter. En fait, il faut oser potentiellement se planter, parce que ça veut pas dire qu'on va forcément se planter, en plus. Et entre guillemets, en synthèse, lorsqu'on est malheureux, c'est confortable parce que les autres vont forcément... On a l'impression que les autres vont forcément s'intéresser à nous et nous plaindre. En tout cas, être d'accord avec nous sur le fait qu'on a le droit d'être super malheureux, quoi. On va être un peu cette personne mystérieuse qui se dévoile pas, qu'on a l'impression de ne pas connaître et qui a cette décence presque de ne pas parler de ses problèmes, si on décide de pas le faire. Là où les personnes heureuses, elles ont fait le choix, en tout cas de mettre en place des choses et de prendre le risque. Et il me semble que ça a l'air plus confortable d'être malheureux parce que on évite de prendre le risque d'être heureux. On évite les risques de pas réussir aussi à être heureux. Enfin bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, vraiment. Mais en tout cas, c'est un début de piste de réflexion que j'ai à ce sujet-là, qui m'a toujours beaucoup intriguée.
Et que je pense que ce serait très intéressant d'en parler aussi avec une autre personne, parce que forcément j'ai que mon point de vue. Mais j'aimerais bien en parler avec quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui a envie de parler de ce sujet, ou même d'autres sujets d'ailleurs, hein, là, je le propose parce que c'est ce sujet-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire. Je serais super intéressée de faire un podcast avec une autre personne pour discuter un peu de nos points de vue différents. Moi, de toute façon, ce qui m'anime, hein, j'ai toujours dit, c'est ce qui se passe dans la tête des autres. J'adore savoir ce qui passe dans la tête des autres. Je ne suis que demandeuse de ça. Et c'est, je pense aussi pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. C'est parce que je suis vraiment fondamentalement intriguée par comment les gens pensent. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous livre ma pensée là, mais je suppose qu'elle crée des pensées aussi chez vous qui allez écouter l'épisode. Et c'est ce truc-là, c'est cette... pas forcément une confrontation, puisque j'ai pas forcément envie qu'on se confronte, c'est en tout cas ce que je dis, ce que ça va provoquer chez vous. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, il était un petit peu plus décousu que d'habitude. Un peu plus honnête, un peu plus brut, mais en même temps, je pense que c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre aujourd'hui pour ce podcast. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye!